Cette semaine, dans Afrique, nous irons au Kenya, dans la vallée du Rift, épicentre des violences post-électorales en 2007 et 2008. 10 ans après, beaucoup de victimes n'ont toujours pas été relogées. Nous partirons ensuite en Afrique du Sud, où les terres agricoles confisquées aux Noirs pendant l'apartheid sont restituées, mais lentement et péniblement. Enfin, nous vous présenterons la nouvelle production du ballet de Jobour, qui mêle style classique et chorégraphie moderne pour attirer un nouveau public. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Les résultats des élections ne sont que provisoires au Kenya, mais ils donnent une large avance au président sortant, Uhuru Kenyatta. Son opposant, Raila Odinga, refuse sa défaite. Il affirme que le serveur de la commission électorale a été piraté. L'élection de 2017 a été une fraude. C'est une tragédie aux proportions monumentales et un désastre total. Des accusations que la commission électorale rejette. Il n'y a pas eu d'interférence externe ou interne avant, pendant ou après le vote. Des échauffourées ont éclaté entre la police anti-émeute et des manifestants à Kisumu, l'un des fiefs de l'opposition dans l'ouest du pays. Le bidonville de Mataré, près de Nairobi, a aussi été le théâtre d'affrontements et 2 personnes ont été abattues par la police. Abus de biens sociaux, accusations de corruption, revers électoraux, rien ne semble pouvoir venir à bout de Jacob Zuma. Le président sud-africain a encore montré sa capacité de résistance politique cette semaine. Pour la 4e fois en 2 ans, les députés étaient appelés à voter une motion de défiance contre le chef de l'État et une fois de plus, il s'en est sorti et compte bien rester au pouvoir. Le Congrès national africain est soutenu par une écrasante majorité dans ce pays. Ils réaliseront cela qu'en 2019, nous gagnerons haut la main une fois encore. Kinshasa au ralenti. Les opposants au président Joseph Kabila ont organisé 2 journées ville morte pour tenter d'obtenir le départ du chef de l'État. La mobilisation a été assez inégale pour cette action, la première d'une série prévue jusqu'en octobre. C'est le oui qui l'a largement emporté lors du référendum constitutionnel en Mauritanie. La consultation portait notamment sur l'abolition du Sénat. Ce résultat représente une victoire pour le président Mohamed Ould Abdelaziz que l'opposition refuse de reconnaître. Ils tentaient de gagner l'Europe depuis la Libye sur ce bateau pneumatique lorsqu'ils ont été interceptés. Ces 137 migrants clandestins ont été ramenés sur le sol africain. Penina a perdu son mari il y a 10 ans lors des violences qui ont suivi la présidentielle kenyane. La réélection contestée de Mwai Kibaki en décembre 2007 a dégénéré en violences politico-ethniques qui en 2 mois ont fait plus de 1100 morts et 600 000 déplacés. Les souvenirs de ces violences sont encore douloureux. J'ai vu des horreurs. Mon mari a été attaqué avec une machette. J'étais assise à côté de lui dans la voiture. Il conduisait. Une amie avait son enfant sur ses genoux à côté de moi. L'enfant a été touché par une flèche dans la tête. C'était d'une violence. Les gens se faisaient battre. On nous a sortis de la voiture. On a été touchés par des pierres. J'ai eu le crâne fêlé à cause d'une pierre. Cette mère de 10 enfants a miraculeusement survécu, mais les ennuis ne faisaient que commencer. Elle a reçu en tout et pour tout 280 € qu'elle a tout de suite dépensés pour les frais scolaires. Depuis 4 ans, elle squatte dans un logement de fortune. Atteinte aujourd'hui d'une pneumonie, elle désespère de voir un jour le bout du tunnel. En 2008, le gouvernement kényan a mis en place un programme de dédommagement et de relogement, mais près de 10 ans plus tard, nombre de victimes attendent toujours. Penina et une dizaine d'autres familles vivent dans un campement illégal. On nous avait dit que cette terre serait partagée entre nous, mais il n'y a toujours rien. Cela fait des années qu'on attend. La vallée du Rift, au centre du Kenya, a été le foyer des affrontements les plus violents du pays entre les 2 principaux groupes ethniques, les Kikuyu et les Kalenjin. Elles sont aujourd'hui alliées au pouvoir, mais la région reste très instable. En Afrique du Sud, la terre est un sujet très sensible. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, l'ANC au pouvoir n'a pas réussi à rééquilibrer la répartition des terrains agricoles entre noirs et blancs. Mais la tribu des Moletele, elle, a gagné son procès en 2002. Après un siècle d'attente, ils ont récupéré les fermes de leurs ancêtres.
La principale raison de notre succès, c'est l'union de notre communauté. Vous savez, si votre communauté n'est pas unie, vous aurez forcément des problèmes. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra gérer la ferme différemment et au bout du compte, cela conduit l'entreprise à sa perte. Les débuts ont été difficiles pour les Molétélé. Faute de ressources financières et de savoir-faire, ils lancent en 2014 un appel à l'aide et s'associent avec des fermiers locaux. En 3 ans, nous avons considérablement développé toutes les fermes du verger, ce qui représente près de 160 hectares, voire plus. Rien que l'année dernière, la deuxième après la reprise, nous leur avons déjà apporté des bénéfices. Ce n'était pas grand-chose, mais cette année promet un profit encore plus grand. Tout ce que nous voulons, c'est que les fermes soient rentables. Grâce à ce partenariat, 14 jeunes de la communauté ont bénéficié de bourses d'études, car Peter Schultz souhaite aussi transmettre ses compétences aux Molétélé, même si ailleurs dans le pays, cet exemple est rarement suivi. Dans de nombreux cas, la redistribution des terres aux communautés se solde par un échec. C'est pourquoi des organisations comme la nôtre, comme VUMELANA, ont établi un partenariat avec le ministère du Développement rural pour être bien sûr que nous pouvons travailler tous ensemble, aussi bien avec les communautés qu'avec le secteur privé ou le gouvernement. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, seuls 3% des terres confisquées par les Blancs ont été restituées aux Noirs. Des ballerines qui virevoltent sur pointe et en basket, Big City Big Dream est une création conçue et dansée par 2 troupes contemporaines sud-africaines et le ballet de Jobour. L'occasion pour la compagnie classique nationale de démontrer sa capacité à innover. Il y a un fossé entre des productions comme Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, tous ces grands classiques et ce ballet plus contemporain, plus africain. Ces 3 compagnies uniques ont créé ensemble un langage différent qui embrasse la culture et l'héritage africain, tout en intégrant les nuances du ballet classique. Ce nouveau spectacle emmène le public dans les rues bruyantes de Johannesburg. Le héros fuit les cadences effrénées de son entreprise à la recherche d'aventure et d'amour. 3 chorégraphes classiques et modernes ont conçu la partition. Un mélange des styles et des techniques déstabilisants pour les danseurs. Pour moi, le plus dur, c'était les mouvements au sol, lorsque je devais faire un très grand plié avec mes longues jambes. Ça demande beaucoup de force d'être aussi bas tout le temps. Malgré les difficultés, les danseurs de tous bords ont apprécié l'exercice. Ils voient dans cette histoire d'amour urbaine le moyen de donner un nouveau souffle au mouvement classique. Au lieu d'être rigide et de devoir se tenir bien droit, nos mouvements à nous ont une sorte de fluidité. Nous apportons de la vie à quelque chose de très raide. Comme cette barre par exemple, on transforme sa rigidité en souplesse. En représentant sur scène la vie d'une grande ville africaine, le ballet de Jobour entend attirer un public plus varié, plus jeune, et montrer que la danse classique peut conter autre chose que des histoires européennes. Wade van Niekerk a tenu son rang à Londres. Le Sud-Africain s'est facilement imposé en finale du 400 mètres, d'autant que son principal rival, le Botswanais Isaac Makwala, a été tout simplement refoulé à l'entrée du stade olympique de Londres pour avoir été victime d'une gastro-entérite. La Coupe d'Afrique des Nations aura-t-elle lieu au Cameroun en 2019 ? Un vaste programme de construction et de réhabilitation des infrastructures a été lancé, mais en l'état actuel des choses, le pays n'est pas prêt, selon le président de la Confédération africaine de football. Dans notre prochaine édition, nous vous emmènerons dans les profondeurs sous-marines au large du Sénégal. Des archéologues spécialisés recherchent les épaves de bateaux utilisées dans la traite des Noirs. À la semaine prochaine.